nous rejoindre. Tous deux ont accepté d'apporter leur témoignage sur le sujet. Donc je vous demande déjà de les applaudir dès maintenant parce que l'exercice n'est pas facile. Et que déjà rien que le fait d'être volontaire et d'être ici, c'est déjà en soi énorme. Alors, pour vous les présenter, alors par contre, vous n'avez pas de micro ? Si ? Pardon. Pour vous les présenter, alors donc nous avons Vania Herbillon, donc vous êtes psychologue, neuropsychologue clinicien. Vous avez une spécialité sur les troubles de l'apprentissage. Vous avez 3 filles. Alors vous avez eu un retard de langage enfant, une scolarité du coup un petit peu difficile. Et puis vous êtes rendu compte à l'âge adulte que vous aviez une dyslexie et une dysorthographie, ce qui ne vous a pourtant absolument pas empêché de faire des études supérieures et du coup de devenir neuropsychologue. Maxime Pichon, donc vous êtes rentré cette année en terminale. Alors il vous a été diagnostiqué vers l'âge de 13 ans, je crois. Alors là, je prends ma liste. Une dyspraxie, une dysorthographie, une dyscalculie, un trouble de l'attention sans hyperactivité et un haut potentiel. Alors peut-être pour commencer, Vania, est-ce que vous pouvez nous dire en guise d'introduction un trouble 10 au final, qu'est-ce que c'est ? Je vais prendre ma casquette de neuropsychologue. Un trouble 10, c'est un trouble significatif et durable d'une fonction cognitive. Alors significative, c'est au moins 18 mois, 2 ans de retard, voire plus, dans une fonction cognitive donnée. Et durable, on a ça quand on est petit à l'école et on garde ce trouble 10 toute sa vie. Et donc, si on a un trouble cognitif au niveau du langage oral, on parlera de dysphasie, du langage écrit, une dyslexie. Des difficultés de coordination du geste, on parlera de dyspraxie ou il y a d'autres termes, peu importe, dyscalculie pour les problèmes de calcul évidemment, et troubles d'attention pour les enfants qui ont des TDAH, pour les enfants qui ont des troubles d'attention. Ce qu'il faut, je finirai juste là-dessus, c'est que ce trouble cognitif va engendrer des difficultés scolaires, des difficultés d'apprentissage. Ces difficultés d'apprentissage peuvent éventuellement avoir des répercussions au niveau du développement psycho-affectif de l'enfant, une mauvaise estime de soi, l'échec scolaire. C'est pas agréable à vivre, être en échec scolaire, c'est jamais agréable. Et ça peut aussi conduire en cascade encore à des difficultés d'intégration sociale. Donc toute une chaîne de processus un petit peu à éviter, à atténuer. Alors justement, si on prend votre expérience à vous, quel a été votre parcours scolaire ? Alors, mon parcours scolaire, on va faire en petit bout. Déjà, j'ai eu un retard de langage, effectivement. J'ai parlé à 4 ans, ce qui est quand même extrêmement tard. Alors, il paraît qu'Einstein a parlé à 4 ans aussi. Je ne sais pas si c'est vrai, mais mes parents m'ont toujours dit ça, donc ça m'a beaucoup aidé. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Mais ce retard de langage en maternelle n'avait eu aucune conséquence. J'ai fait une école maternelle extrêmement épanouie. Je pense qu'en France, on a une excellente école maternelle, au passage. Et par contre, le cauchemar est arrivé au début du CP. Alors, il se trouve que j'ai déménagé, je suis retrouvé dans un quartier différent. J'ai déménagé juste au moment du passage au CP. Enfin, ça a été mis sur le compte du déménagement, mais le déménagement n'avait rien à voir là-dedans. Et là, c'était vraiment le cauchemar. J'ai eu des difficultés énormes pour apprendre à lire. Et j'ai redoublé le CP, évidemment. À la fin de mon premier CP, je ne connaissais pas encore le nom de toutes les lettres, alors que tout le monde lisait déjà des mots et des phrases. Et il m'a fallu un deuxième CP. Et donc, j'ai toujours eu une scolarité un peu à 2 vitesses, en lecture, en orthographe extrêmement difficile, donc tout ce qui était français. Et puis, par contre, je pouvais être bon, voire des fois très bon en mathématiques. Donc, vraiment une scolarité à 2 vitesses. Et puis, bon dans les activités sportives. Et du coup, tout ça, ça engendre un vécu toujours douloureux par rapport à l'école. Pour moi, l'école, c'était, quand j'étais à l'école, j'avais peur. J'avais honte de mes difficultés, je sentais beaucoup d'humiliation, parfois un peu, de t'interroger à l'oral, de ne pas savoir répondre, de ne pas savoir lire, de faire des erreurs. Et surtout, une très mauvaise estime de moi. Oui, se sentir bête, se sentir... débile même, de ne pas arriver à faire des choses simples que quasiment tout le monde arrivait à faire, même pourtant des autres élèves pas forcément brillants, normaux, enfin classiques. Et ce sentiment effectivement de dévalorisation qui m'a poursuivi une bonne partie de ma scolarité, au moins jusqu'au collège. Après, on parlera après des études lycée et études supérieures. Voilà. Alors, à votre époque, on ne parlait pas de trouble 10. Du coup, sur quoi l'école remettait la cause de vos difficultés ? Pardon, excusez-moi.
Sur quoi l'école remettait la cause de vos difficultés? Parce qu'à l'époque, le trouble 10, on n'en parlait pas, j'imagine, on n'a jamais mis de nom sur ces difficultés-là. Qu'est-ce qu'on en disait à l'école? Alors, effectivement, à cette époque, bon, je vais le dire, j'ai 48 ans, donc j'ai fait ma scolarité, j'ai passé mon bac dans les années 90, avec un peu d'années de retard. Donc, c'était effectivement une époque où les troubles 10 en France n'existaient pas. On n'en parlait pas, pas du tout. Il n'y avait aucune formation, information. Et en fait, mes troubles, mes difficultés n'ont jamais été identifiées. Et je pense que les enseignants étaient un peu consternés par mon attitude. J'étais dans une totale incompréhension par manque total de connaissances et d'informations sur ces troubles-là. Donc j'avais l'impression d'être tout seul au sein de la classe et aucune aide particulière. Maxime, je crois que vous concernant, il y a vraiment eu une différence entre la manière dont vous avez vécu votre scolarité entre le primaire, le collège et le lycée. Oui, parce qu'en primaire, finalement, j'étais pas finalement conscient de ce qui m'arrivait, parce que j'étais pas assez compréhensif. Du coup, les remarques ne s'étaient pas faites personnellement. Donc finalement, j'ai pas vraiment vécu mes difficultés. Après, y arrivait le collège, où là, j'avais complètement conscience de ce qui m'arrivait, parce que, j'étais pas encore diagnostiqué, donc pour moi, ce qu'on me disait, j'étais bête, et toutes les qualifications qu'on me donnait, mais comme les remarques m'étaient faites personnellement, j'avais directement l'impact de mes troubles que je connaissais pas. Et après, j'ai été donc diagnostiqué en 3e, et puis là, ça a été autre chose. Et puis au lycée, c'était complètement différent, parce que c'est pas du tout le même regard qui est porté, c'est pas du tout le même jugement des personnes, c'est un autre monde que j'aurais aimé avoir au collège. Qu'est-ce qui a déclenché le questionnement sur un éventuel trouble 10 au collège? Déjà, toutes les difficultés que j'avais dans toutes les matières, la lecture, les maths, un peu tout, et puis aussi une maman qui avait des enfants 10 comme moi, et donc qui a dit à ma mère finalement là je vois mes enfants, donc c'est là que j'ai passé des tests chez la neuropsy et que j'ai commencé à être diagnostiqué en 3e. Vania, vous de votre côté, à partir de quel moment est-ce que vous avez commencé à mettre un mot sur vos difficultés? Alors, c'est beaucoup plus tardif en fait. C'est quand j'ai commencé à travailler, je me suis orienté tout naturellement vers la neuropsychologie et encore plus naturellement, mais sans le savoir, sur les troubles des apprentissages chez l'enfant. Et j'ai commencé à consulter, d'abord à l'hôpital, à faire des bilans d'enfants 10. On a même monté à l'époque avec le service de neuropédiatrie en relation avec Sybille Gonzalez, le docteur Olivier Revol dans les années 95, 97, 82, juste avant les années 2000, des consultations spécifiques. C'était vraiment les premières consultations spécifiques pour les enfants 10. Et donc là, j'ai reçu des enfants 10. Et puis, à l'hôpital, j'avais une particularité, une chance énorme, c'est que j'ai pu bénéficier d'une secrétaire, la secrétaire du médecin avec qui je travaillais, qui me dicter mes comptes rendus. Donc moi, à l'hôpital, j'ai un dictaphone, enfin maintenant un iPad, et je dicte mes comptes rendus, et une secrétaire qui les tape, je les relis au niveau de la forme, pas au niveau de l'orthographe bien sûr, sinon je rajoute des fautes. Et j'ai un gros avantage. Et à cette époque-là, pour compléter cette activité à mi-temps à l'hôpital, j'ai commencé une activité libérale. Et là, pas de secrétaire. Donc un bilan qui durait 4 heures, j'ai passé 4 heures à écrire le compte rendu, 4 pages à peu près. Et donc là, c'était très très long. Je me couchais à 2 heures du matin pour taper mes comptes rendus, pour les écrire. Et bien sûr, il fallait que ma femme les relise, évidemment. Et à force de me relire des comptes rendus, ma femme me disait « Mais en fait, là, tu es en train de parler d'enfants dyslexiques qui font des erreurs de lecture. » Je citais les erreurs de lecture, d'orthographe et tout ça. Mais elle me dit « Mais tu sais, mais toi, t'es pareil, quoi. Tu fais les mêmes erreurs. » Donc en fait, c'est le retour un peu de ma femme qui m'a dit « Mais finalement, tu parles d'enfants dyslexiques, mais toi, et puis vu ton parcours, tu es aussi dyslexique. » Donc en fait, je n'ai pas de diagnostic. Moi, c'est un auto-diagnostic qui n'a malheureusement pas de valeur. Donc je n'ai pas de reconnaissance officielle de mon diagnostic.
Mais bon, ça va, hein, je peux m'en remettre maintenant. Alors, qu'est-ce que ça a changé justement de mettre un mot dessus? Est-ce que ça a changé le regard sur vous-même, le regard des autres? Ça n'a rien changé, parce qu'à mon âge, bon, j'avais à peu près 27, 28 ans, à peu près, hein, presque 30 ans. Donc ça n'a rien changé, parce que comme je viens de le dire, ce n'est pas un diagnostic qui est reconnu. Faire soi-même son diagnostic, tout le monde peut le mettre en doute, et c'est légitime. Par contre, ce qui a changé, c'est ma pratique professionnelle. De m'occuper d'enfants qui ont des difficultés scolaires, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup aidé pour mettre en perspective mes propres difficultés et me les expliquer. Ce n'est pas tant diagnostic, mais c'est surtout, je dirais, ma pratique professionnelle auprès d'enfants qui ont eu exactement les mêmes difficultés et le même vécu de la scolarité. Et ça, c'est surtout ça qui m'a, je pense, beaucoup apporté, enrichi et aidé. Maxime, du coup, donc vous disiez que vous avez fait un bilan au collège. Une fois que le diagnostic a été posé, qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu donc toutes les séances de rééducation. Donc j'ai eu orthoptiste, orthophoniste, ergothérapeute et quelques séances chez la neuropsychologue. Donc avec l'ergothérapeute, du coup, on a dû reprendre tout ce qui était les mathématiques, donc tout le programme depuis la primaire jusqu'en troisième quand j'ai commencé les rééducations. À quelle fréquence vous aviez ces rendez-vous? C'était à 2 à 3 fois par semaine. Donc j'avais des séances de 45 minutes à 1 heure, 3 fois par semaine. Est-ce que c'était lourd? Quel était l'impact pour vous de cette fréquence un petit peu élevée des C'était très fatigant parce que du coup j'enchaînais rééducation sur rééducation et à côté de ça je devais travailler malgré mes difficultés, donc compenser. Donc j'avais la fatigue des cours plus la fatigue des rééducations et des bilans. Il y avait beaucoup. Je crois que vous avez fait dans l'ensemble de la rééduction que vous avez fait de la remédiation cognitive. En quoi ça consiste? Donc c'était de la remédiation cognitive assistée par ordinateur. Donc c'était avec un logiciel, ça permettait d'améliorer ou d'installer tous les automatismes nécessaires pour le fonctionnement du cerveau. Donc tout ce qui est la logique, les calculs, le raisonnement, tout ça. Donc on a travaillé tout ça et on a aussi travaillé tout ce qui était carte mentale pour mieux apprendre malgré mes troubles. Et je crois que dans le package remédiation cognitive, il y avait une obligation qui était la méditation. Qu'est-ce que ça vous a apporté? La méditation, au départ, je voulais pas. C'était quelque chose qui m'effrayait. Puis finalement, donc, comme c'était obligatoire, je l'ai fait. Et donc on a continué sur 4 séances. Et donc on a travaillé le stress, la prise d'énergie, se remettre dans le droit chemin. Et finalement, c'était bénéfique. C'était vraiment bénéfique, quoi, parce que finalement, chaque fois que j'étais stressé, j'avais tous les exercices qui m'étaient présentés. Et puis ça m'aidait vraiment en cours, même à la maison, partout. Et au-delà donc de toute cette rééducation que vous avez pu faire, est-ce que vous avez eu des aménagements concrètement en classe ou pour les examens? J'ai eu le tiers-temps au brevet et les dictées aménagées. Et donc du coup au lycée j'ai le tiers-temps et l'ordinateur. Alors Vania, j'imagine que pour vous les aménagements, il n'y en avait pas. Voilà. Aucun. Pas de diagnostic, pas d'aménagement, pas de rééducation non plus. Jamais fait d'orthophonie, alors qu'à l'époque, il y en avait quand même un petit peu, des orthophonistes, ça existait. J'ai retrouvé, en regardant un peu mes cahiers scolaires, des relevés de notes, une enseignante de français en 5e qui avait signalé quand même dans un trimestre, un bulletin trimestriel, peut-être d'aller faire un bilan orthophonique, mais c'est vrai mes parents, on n'a jamais donné suite, mais une fois, ça a été mentionné durant tout mon parcours. Et bien sûr, aucune rééducation, aucune aide particulière. Et
aucun aménagement d'examen. C'était un peu l'époque, on faisait des fautes, on enlevait des points sur les copies, et au bout de tant de fautes, c'était un 0. Donc des 0, j'en ai eu toutes les semaines. En dictée, on faisait des dictées toutes les semaines, c'était un 0 toutes les semaines, avec 20, 30, 40, 50 fautes. Enfin, après, ça se comptait plus. C'était Alors, comment vous avez compensé, justement, en l'absence d'aménagement? Alors, comment compenser? Ça, c'est une question un peu délicate. Je pense que d'abord, c'est avoir un environnement familial très étayant, très aidant. J'avais des parents qui, à la limite, je pense qu'ils n'avaient même pas conscience que j'étais en difficulté. Alors, ça a un travers, c'est que du coup, on n'est pas allé consulter, ou j'avais pas de prise en charge particulière. Mais en même temps, l'avantage, c'est que j'ai été très valorisé sur d'autres activités. J'étais pas très bon à l'école. Bon, il se trouve aussi que mon frère était dans la même situation que moi, donc ça m'a un petit peu aidé, mon grand frère. Donc on était deux dans la famille, ça aide, j'étais pas tout seul. Mais très étayant, cet environnement, très valorisant. Donc ça, c'est un point très positif, parce que le grand risque des difficultés scolaires, au bout d'un moment, c'est la dépression, c'est d'être pas bien, d'être déprimé et de ne pas arriver après à trouver des stratégies de compensation, à toucher le fond et s'enfoncer encore plus. Donc pour rebondir, il faut cet environnement très, 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 très stimulant, très étayant, très positif, pour aller après puiser beaucoup d'énergie, faire énormément d'efforts pour arriver à compenser les difficultés. Ça, c'est important. L'autre point positif, c'est important pour compenser, c'est d'arriver à développer d'autres sens, peut-être des sixièmes sens. J'ai développé, je pense, beaucoup de qualités dans la communication non verbale, étant pas très à l'aise dans la communication orale et écrite. Je pense que j'ai développé beaucoup de cette communication non verbale, essayer de comprendre les choses de manière non verbale, et puis surtout développer beaucoup d'intuition, et de pouvoir comprendre des fois des phénomènes, des choses avant que même on puisse les expliquer. Donc beaucoup développer cette intuition qui, je pense, m'a beaucoup aidé. Et ça, c'est le côté positif. Après, il y a un autre côté qui est peut-être un peu moins glorieux, et comme je sais qu'il doit y avoir des enseignants dans la salle, je ne sais pas si j'ai trop le droit de le dire, mais est-ce que vous m'autorisez? On doit dire toute la vérité? On doit dire toute la vérité. C'est qu'on passe aussi beaucoup de stratégies d'évitement, éviter de faire voir son trouble. Et ça m'a mobilisé beaucoup d'énergie, au détriment parfois de certains progrès. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que parfois, il fallait tricher. J'ai énormément triché dans les examens. Faut écouter, mais des pompes, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a tous les deux des piles anti-sèches. Voilà, bon, j'avais besoin effectivement de faire des anti-sèches. J'en faisais des fois le paradoxe tellement sous les chaussures, dans la trousse, le cahier sur les genoux pendant les interrogations, que des fois j'avais fait tellement d'anti-sèches que je connaissais mon cours. Alors pour un cancre qui était en difficulté scolaire, c'était vraiment impensable que de ne pas avoir recours à ces pompes et à ces anti-sèches et de savoir son cours. Mais bon, de temps en temps, ça pouvait m'arriver. Donc effectivement, de temps en temps, avoir des stratégies comme ça au baccalauréat, effectivement, pour l'anglais, j'étais incapable d'aligner 2 mots. Je suis toujours incapable d'aligner 2 mots. Bah oui, j'ai sorti une petite fiche et j'ai eu 7. Sans la fiche, j'aurais eu 0 ou 2, je ne sais pas. Peut-être j'aurais été. Enfin, il y a peut-être des notes éliminatoires à cette époque-là, je me souviens pas. Mais voilà, donc différentes stratégies, plus ou moins glorieuses. Comment on vous a orienté dès le collège, je crois d'ailleurs quels ont été les choix et les non-choix d'orientation Alors, au niveau de l'orientation, oui, c'est effectivement des non-choix. Quand vous êtes en difficulté scolaire, alors j'ai redoublé le CP. Après, je suis passé un peu jusqu'en CM2 au bénéfice de l'âge. Avec cette scolarité à deux vitesses. Je suis arrivé en 6e, la catastrophe. Là, c'était 6 de moyenne générale. En français, toujours une catastrophe. Même en français, en mathématiques, où je pouvais être bon, voire très bon, c'était une catastrophe. Sciences physiques, langue étrangère. Mes parents ont eu la bonne idée de m'inscrire dans une section allemand bilingue. Je me suis retrouvé qu'avec des premiers de la classe, des intellos, des vrais, et à faire 6 heures d'allemand. Bon, l'année d'après, ils m'ont vite changé de section. Ils m'ont mis allemand normal, première langue. Je suis passé en 5e, très clairement, pour qu'on m'oriente
en CAP, pas redoubler la sixième, donc je suis allé en cinquième, ça a été aussi une catastrophe. Et en fin de cinquième, effectivement, on vous impose, l'école publique m'a imposé un CAP. Et j'ai rencontré une conseillère d'orientation, je m'en souviens très bien, qui au bout de 10 minutes me demandait ce que je voulais faire. Au bout de 10 minutes, je ne répondais pas parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Quand vous êtes en échec scolaire, vous ne savez pas ce que vous voulez faire plus tard. Et là, au bout de 10 minutes, elle commençait un peu à s'impatienter. Elle avait 2 classeurs, un vert et un bleu. Et elle m'a dit, est-ce que vous avez envie d'un métier pour travailler dehors ou dedans ? Et bon, moi, là, je me suis dit, oulala, dedans, ça va peut-être me rappeler l'école, un bureau, l'école, il va falloir avoir un crayon. Donc, j'ai dit dehors. Et là, elle a pris son classeur vert. Il y avait le dedans et dehors. Et là, elle a commencé à m'énumérer des métiers dehors. Et bon, à un moment, il y avait horticulteur. Moi, j'ai un oncle qui travaille dans une pépinière, qui est ouvrier agricole. Je me suis dit, il fallait donner une réponse. Et hop, là, elle m'a sorti une adresse, un lycée à côté de Grenoble, parce que j'habitais à Grenoble. Et je suis allé me présenter à cette section. J'ai fait même un petit écrit, une rédaction, une dictée et des maths. Alors les maths, j'ai dû plutôt bien les réussir. Et là, j'ai été pris. Première surprise. Ils me voulaient. Et là, ça, j'ai trouvé ça très louche. Très, très louche. Et ils ont même rappelé pour que je vienne. Et j'ai trouvé ça vraiment très louche. Et du coup, on a aussi, avec mes parents, réfléchi à un redoublement. Et cette fois-ci, on s'est tourné vers l'école privée. Et en fait, je suis allé en école privée. La directrice, je me souviens très bien, m'a dit, écoutez, vous n'avez pas un très très bon bulletin, vous avez aussi beaucoup de problèmes, des fois de comportement, parce que quand on est cancre à l'école, on fait des bêtises. Voilà. Moi, je vous prends, mais il y a un deal, c'est pas de bêtises, vous suivez la scolarité, et voilà. Et je me suis tenu à cœur. Il faut dire qu'elle n'était pas commode, la directrice, elle était très sévère. Et puis en école privée, on est tenu, alors qu'au collège, c'était l'école buissonnière, Voilà, donc j'ai redoublé la cinquième, une deuxième fois, deuxième redoublement. Je suis allé, après tant bien que mal, en troisième. Et là, en troisième, porte fermée, lycée général, c'est pas possible. C'est vrai que c'était pas possible. Je n'ai pas pu y aller. Donc je suis allé dans un lycée technique pour faire un bac professionnel papetier. Et puis finalement, à la fin, je devais faire une seconde technique. Et à la fin de ma seconde technique, j'avais la possibilité de faire entre guillemets, le plus mauvais des bacs techniques. C'est le bac F1, construction mécanique, tournage, fraisage. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Rien à voir avec la neuropsychologie. Et du coup, j'ai fait, plutôt que de faire un bac pro, un bac technique. Et là, ça a plutôt bien marché parce que tout ce qui était dessin industriel, j'étais très bon. J'avais 17 de moyenne. Tout ce qui était aussi technique, tournage, fraisage, ça allait bien. Et le français, ça allait beaucoup mieux. Parce qu'en seconde, en français, on fait de la dissertation avec des plans. J'étais très organisé, avec des idées aussi, parce que j'ai des idées bien organisées, je peux. On faisait des résumés de textes. Et ça, je suis plutôt bon en synthèse. J'ai l'esprit plutôt synthétique. Donc, j'étais pas mauvais après en français. Ça a un peu changé. Ça a changé, du coup, par rapport à ma scolarité antérieure. Et j'ai pu passer un bac et avoir même, je crois, une mention assez bien. Ce qui était quand même déjà pas mal. Et je pouvais même être pris après, plus tard, dans un IUT. Venant d'un bac technique, il y en avait un ou deux qui pouvaient le faire. Donc, c'était plutôt pas mal à cette époque-là. Et pourtant, ce n'est pas la voie que vous avez choisie. Non, effectivement, ce n'est pas la voie que j'ai choisie. Alors mon père était un peu déçu parce qu'il me voyait bien dans une petite carrière un peu de technicien. Voilà, j'ai changé complètement de cap. Et c'est le seul moment de ma scolarité, de mon parcours, où j'ai pu choisir ce que je voulais faire. Parce qu'en France, c'est encore le cas actuellement, avec un bac, et même avec un bac technique, même avec le plus mauvais des bacs techniques, on a le droit de rentrer à l'université. Et là, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez. Et j'ai choisi psycho, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai choisi psycho. Et effectivement, je suis allé à l'université. Alors j'avais l'image de l'université où c'était libre, l'université. On pouvait choisir son orientation, on pouvait choisir sa filière, on pouvait aussi choisir d'aller en cours ou pas en cours. Moi, quand ma scolarité imposée, je faisais souvent sécher les cours. Là, j'ai quasiment jamais fait sécher les cours. J'étais assidu, pas au premier rang quand même, mais peut-être au deuxième rang, ce qui est déjà pas mal. Et effectivement, je me suis investi
très positivement dans ma scolarité et ça a été beaucoup plus facile à la fac. C'est assez contradictoire. Moi, c'est plus le primaire, le collège qui a été plus difficile, un peu plus facile au lycée et assez facile à la faculté. Aujourd'hui, dans votre environnement professionnel, quelles sont les conséquences de votre trouble ? Alors, j'ai toujours les mêmes troubles que quand j'étais petit, sauf que j'ai toujours des troubles, des difficultés en lecture, mais ça ne me pose pas du tout de problème à la fois dans ma vie personnelle et la vie professionnelle. La lecture, ça va, parce que j'ai acquis en fait une lecture très globale où je balaye le texte des yeux et j'extrais du sens très très vite. Je ne déchiffre pas. Je n'oralise jamais, je ne ferai jamais une lecture à haute voix, mais j'extrais comme ça du sens, sans passer par la phonologie, sans passer par le déchiffrement. Donc ça ne me pose pas de problème. Ce qui me pose encore beaucoup de soucis, c'est l'orthographe. Je suis incapable d'écrire un mot sans faire 2 ou 3 fautes d'orthographe. J'ai un correcteur d'orthographe qui s'allume toujours en rouge à tous les mots que j'écris. Alors hop, je peux cliquer, il me les corrige. Donc ça, c'est pratique. Tous les accords, la grammaire, tout ça, c'est une catastrophe. Un son « et », je ne sais jamais comment ça s'écrit, E-S-T-A-I, je suis obligé de réfléchir, de passer 10 à 15 secondes sur chaque accord. Donc je perds beaucoup de temps pour écrire un petit mail, pour écrire un texte, et je ne suis pas autonome, je suis obligé de me faire relire. Toutes les conférences que je fais, mes diapositives, je suis obligé de les faire relire, sinon c'est plein de fautes d'orthographe. La plus grande difficulté que j'ai actuellement, c'est l'impact au niveau professionnel, c'est au niveau des langues étrangères. Au niveau de l'anglais, j'ai évolué dans un milieu avec des chercheurs, avec des médecins de réputation internationale. Il y a beaucoup de conférences qui se font en anglais. Je ne parle pas anglais, je ne peux pas aller à des conférences, je ne peux pas aller présenter des travaux de recherche ou me faire partager ma pratique clinique. Et donc ça, c'est ma plus grande... Et puis lire les articles aussi scientifiques. Alors la lecture, ça va un peu mieux parce que pareil, j'ai des stratégies où je pose mes yeux sur les mots, j'extrais du sens, j'arrive à deviner avec beaucoup d'intuition, j'arrive à deviner un petit peu ce qu'il y a dans le texte et puis surtout je regarde les graphiques. Les graphiques, je sais très bien les lire, les graphiques. Et donc j'arrive plus ou moins à comprendre un petit peu, mais c'est vraiment une source de difficulté pour pouvoir progresser un petit peu dans ma pratique. Quelles sont les réactions de votre entourage professionnel, donc justement face à ces difficultés-là ? Je crois qu'ils se rendent pas compte de mes difficultés. Je crois qu'il y en a peut-être qui sont dans la salle. Oui, je vois, il y a Jérémy là-bas. Vous pouvez lui poser la question. Je pense j'évolue maintenant effectivement dans un univers où ils ont tous bac plus ou moins 10, si c'est pas 15. Ils ont tous fait généralement des grandes écoles. Et je crois qu'ils ne se rendent pas compte. Donc en fait, finalement, j'ai l'impression d'être toujours pas à ma place. J'avais l'impression à l'école de ne pas être à ma place parce que j'étais un con, que j'avais des difficultés, mon intelligence, parce que je pense quand même que je suis un peu intelligent, elle n'était pas reconnue. Et maintenant, on me reconnaît comme plutôt intelligent. Je suis sûr de quand même des projets qui sont quand même très importants, mais c'est mes difficultés qui ne sont pas reconnues. Donc j'ai un peu toujours le sentiment d'être un peu le cul entre deux chaises et de ne pas avoir une reconnaissance de ma réelle identité qui est double en fait, avec un bon potentiel et des grandes difficultés. C'est un peu inconfortable, mais bon, ça va, j'arrive à vivre avec quand même. Maxime, de votre côté, quel impact vos troubles ont pu avoir justement sur les relations avec votre entourage, avec les autres de manière générale ? C'était au collège où c'était le plus compliqué. Parce que déjà, il y avait donc les remarques des enseignants. Et puis finalement, comme les enseignants ne se cachaient pas des remarques à faire, s'ils devaient m'insulter devant toute la classe, ce sera devant toute la classe. Donc finalement, les élèves, ils pensaient la même chose. Donc c'était, t'es pas pareil, t'es pas comme nous, on te laisse tout seul. Et puis du coup, le collège, c'était très compliqué parce que ça a été une grosse dépression. Depuis la 6e à la 3e. Et puis après le lycée, j'ai appréhendé l'arrivée au lycée parce que je me suis dit ça sera comme le collège, comment je vais faire. Et finalement, arrivé au collège, j'ai rencontré des gens totalement différents qui n'étaient pas du tout dans le jugement, qui au contraire s'intéressaient à ce que j'avais. C'est pourquoi t'as ça ? Ah bah t'as ça,
t'es pas différent, t'as juste quelque chose, ben c'est pas grave. Et puis il y avait aussi d'autres enseignants qui rien à voir. J'ai été vachement accompagné, très aidé par les professeurs dès mon arrivée au lycée. Et j'ai tout de suite bénéficié des aménagements, j'ai eu des suivis, toujours eu des professeurs qui s'inquiétaient, qui étaient toujours à me demander si ça allait, si j'avais besoin de quelque chose. Totalement différent du collège, quoi. Et c'est ce que j'aurais voulu avoir au collège et que j'ai pas eu. Et je crois qu'il y a un ou une ergothérapeute qui vous a pas mal aidé aussi sur ce sujet-là. Oui, c'est Nathalie Chiesa, qui est là aujourd'hui. Et c'est avec elle que j'ai fait l'ergothérapie et les mathématiques. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Et qui a eu un soutien fort pour vous et qui vous a aidé à dépasser un petit peu ces difficultés-là. Vania, du coup, de votre côté, qu'est-ce qui fait qu'on s'en sort? Vos difficultés, à un moment donné, quelle a été vous avez décidé de vous-même d'aller à l'université en psychologie. Qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à dépasser tout ça? Je crois que j'ai un petit peu dit, c'est l'étayage familial, c'est la volonté. C'est la volonté, beaucoup de volonté. Je pense que plus on vous appuie des fois sur la tête, plus on vous enfonce. Moi, c'est vrai que j'avais l'impression d'avoir un gros ressort, et plus on m'appuyait, plus tard, pas forcément tout de suite, j'avais envie de rebondir. Il faut avoir ce ressort-là. Par contre, ce ressort, des fois, il était cassé. Il y a des fois, on restait bien au fond du trou, mais arriver à retrouver ce ressort et s'en servir pour vraiment essayer de les dépasser, parce que j'avais le sentiment que si je ne trouvais pas de moi-même ce ressort-là, j'étais tout seul, personne allait le mettre à la place, me le donner. Donc, et puis, après, c'est toutes les stratégies que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, de compensation, les stratégies aussi d'évitement. Et puis, aussi, tu l'as un petit peu dit, c'est de temps en temps des personnes dans la scolarité qui vous tendent la main. Moi, j'ai le souvenir de profs, excusez-moi, j'ai aussi de profs qui m'ont tendu la main. Il y en a plein qui m'ont enfoncé, mais il y en a qui m'ont tendu la main à des bons moments. Et s'il n'y avait pas eu ça, je pense que le ressort, il aurait pu être complètement cassé. Je me souviens d'un prof de français en 5e, pourtant j'étais vraiment très très nul au niveau scolaire. Il se trouve que ce prof de français, c'était un grand balèze, c'était mon entraîneur de rugby, et il se trouve que j'étais capitaine de l'équipe de rugby, et j'étais plutôt bon. Donc du coup, il avait un regard complètement différent sur moi, et j'ai fait une année compliquée en français. Mais j'ai appris plein de choses, je me suis repositivé. Et puis la même année, j'avais une prof de maths aussi qui a été super, parce qu'elle a fait fi de tout mon passé et tout ça. Elle ne s'en est même pas préoccupée. Elle m'a pris comme j'étais en 5e. Je vais devoir 14 ans en 5e, j'étais en retard. Et elle m'a beaucoup aidé. Donc de temps en temps, des gens qui vous tendent une perche, vous la saisissez. Et ça, c'est important, parce que sinon vous avez vite fait de sombrer. Ça, c'est un des éléments qui était ressorti lorsqu'on avait discuté, alors chacun séparément sur le sujet. C'est vrai que tous les deux, vous m'avez cité indépendamment les rencontres, et que bien souvent, les rencontres que vous avez pu faire tous les deux sur vos chemins de vie les rencontres positives ont pu être déterminantes, parce que c'est celles qui vous ont un petit peu porté. C'est ressorti de vos deux parcours de vie, et j'avais trouvé ça chouette lorsqu'on avait eu un échange ensemble. Maxime, si vous deviez transmettre votre expérience à des jeunes qui sont touchés par les troubles 10, qu'est-ce que vous diriez en priorité? Que certes, on le subit si on est mal entouré, mais qu'il y a toujours quelqu'un quelque part, et qu'on trouvera toujours, qui finalement nous dira qu'on n'est pas différent. On est juste, on est comme tout le monde, et qu'on n'a pas à subir nos troubles, et on n'a pas à écouter ces enseignants et ces élèves qui nous disent que finalement on est débile, on est con, on sert à rien, que c'est de notre faute. C'est pas de notre faute. On est comme on est comme tout le monde, et puis finalement on n'a pas je sais même pas comment l'exprimer.
oui, que voilà, on n'a pas à le subir finalement. C'est plus, ça peut même être un atout qu'une difficulté, quoi. Et que il faut prendre conscience que c'est pas quelque chose de mal et que ceux qui disent qui nous mettent à l'écart, qu'on est différent, et ben c'est peut-être eux les plus bêtes finalement, parce que c'est pas vrai. Et vous m'aviez dit aussi deux choses importantes, c'était de croire en soi, qui était vraiment le principal, et de choisir son entourage. Parce qu'effectivement, les rencontres ayant un impact, c'est important aussi d'avoir la force de se dire je choisis les gens que je rencontre. Et ça aussi, ça faisait partie des choses que vous m'aviez données dans vos parcours de vie. Je vous remercie infiniment tous les deux. Bravo pour l'exercice. Merci beaucoup pour ces témoignages-là.